Alors arpentons ces 5 conceptions de la dignité. Et tout d'abord la bourgeoise. Oui, on ne le dit peut-être pas assez, on l'a peut-être un peu oublié, mais la dignité, c'est d'abord une valeur d'origine bourgeoise. Les nobles de l'Ancien Régime se souciaient beaucoup moins de dignité que d'honneur. La valeur suprême chez les gentilshommes, la valeur suprême chez les nobles de l'Ancien Régime, et par exemple chez les chevaliers, était moins la dignité que l'honneur. Et seuls les nobles étaient hommes d'honneur. Si vous étiez un bourgeois, même fort cossu, même ayant pignon sur rue, ce qui est mieux que d'avoir pignon sur cour, ou pas de pignon du tout, même si vous étiez un bourgeois très cossu, ben vous n'étiez pas un homme d'honneur. Vous ne pouviez rivaliser en matière d'honneur avec les nobles. Vous voyez ? Et par exemple, un noble ne se fût point battu en duel contre un homme qui n'eût point été gentilhomme, qui n'eût point été noble. Alors si un bourgeois, un manant, un vilain lutine votre bonne femme, ou vous regarde d'une manière un peu irrespectueuse, vous le faites bastonner par vos gens, vous le méprisez, mais vous n'allez pas le provoquer en duel. Seuls les hommes nobles, les gentilshommes, sont hommes d'honneur. Et alors les bourgeois, évidemment, ne peuvent pas lutter avec les nobles sur le terrain de l'honneur. Même si l'on est très riche, très cossu, même si on a pignon sur rue et non sur cour, voire pas pignon du tout, on n'est pas un homme d'honneur quand on n'est qu'un bourgeois. D'où ce désir très ancien des bourgeois de devenir gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, c'est pas simplement une pièce géniale et génialement rôle de Molière, c'est une pièce qui nous dit quelque chose de vrai historiquement sur ce grand désir des bourgeois d'être ennoblis pour devenir justement des hommes d'honneur. Le désir de l'ennoblissement ou de l'anoblissement, l'un et l'autre se dit, l'un ou l'autre se dit, ou se disent comme on veut, le désir de l'anoblissement ou de l'ennoblissement, c'est un désir qui était très prégnant, très important chez les bourgeois, pour justement pouvoir rivaliser avec les nobles sur le terrain de l'honneur. Alors une fois qu'on avait reçu des titres ou des quartiers de noblesse, il fallait essayer de faire oublier le caractère récent de l'ennoblissement. Parce que vous aurez toujours des nobles de très haute lignée qui vous mépriseront en disant ça, un noble, ça, un homme d'honneur. Mais enfin, hier encore, il était drapier tout de même. Petite parenthèse, petite note en bas de page que j'ouvre, que je referme très vite après que je l'aurai ouverte. Jacques Chirac s'est peut-être un petit peu fait avoir. À l'origine de l'union entre ce tout petit bourgeois, Jacques Chirac, et cette Bernadette de Chaudron de Courcelles. Je pense qu'à l'origine de cette union, la libido dut jouer quelques rôles, comme à l'origine de beaucoup d'unions depuis que les mariages sont moins arrangés que de désir ou d'amour. Cependant, je peux faire l'hypothèse, après avoir lu certains propos, que si la libido a joué un certain rôle à l'origine de cette union, elle n'a pas joué tout le rôle. Parce que lorsque Chirac a commencé à fréquenter Bernadette, ça a surpris un petit peu ses camarades. Cet homme qui avait beaucoup de charme, enfin bon, qui plaisait beaucoup, grand pouvoir de sympathie, ça a surpris qu'il fréquente Bernadette. Bon, je sais bien qu'il y a des modes en matière de beauté, bon, mais même à l'époque, c'était quand même pas. Et Chirac de dévoiler le poteau rose en disant figure-toi que nous vous voyons encore. Je ne sais pas s'il parlait déjà comme ça, mais comment dire, vous savez qu'à l'époque, les garçons et les filles se vousoyaient ou se vouvoyaient. Entre garçons, on se tutoyait, entre filles, on se tutoyait, mais entre garçons et filles, après le bac, on se disait vous. Et généralement, le vous sautait, si je m'exprime ainsi, après la première étreinte. On passait du vous au tu, comme on le fait souvent, d'ailleurs, encore aujourd'hui. C'est pas obligatoire, d'ailleurs, mais certains charmes, comme dit Sacha Guitry, à se faire ça à la troisième personne. Mais bon, or, après qu'il avait étreint un peu Bernadette, il continuait de se vouer. Et Chirac était fasciné par la noblesse, par l'idée d'entrer dans une famille noble. Or, si je dis qu'il s'est fait un peu avoir, c'est parce que récemment, on a appris que les deux Chaudrons de Courcelles, c'était de la toute petite bourgeoisie, de très récente extraction. Et il y avait un dessin dans le Canard enchaîné, on voyait Chirac à côté de Bernadette, et vous n'êtes même pas noble. Bon.
Alors, je referme cette parenthèse que j'aurais dû peut-être ne point ouvrir, mais toujours est-il que le grand désir des bourgeois, c'était de devenir gentilshommes pour être des hommes d'honneur, justement. Or, ce que nous disent les historiens du XVIIIe siècle, c'est qu'au tournant des années 1770-80, quelque chose change chez les bourgeois. Les bourgeois en ont assez d'attendre le bon vouloir des nobles. Et résultat, ils ont envie d'être reconnus en tant que bourgeois. Et c'est alors que, sentant qu'ils ne pouvaient lutter avec les nobles sur le terrain de l'honneur, ils ont promu une nouvelle valeur, appelée à un très grand succès, la valeur de dignité. La valeur de dignité. Et alors, cette promotion de la dignité, eh bien, elle est un peu à l'origine de la Grande Révolution, dans ce qu'elle a de meilleur, car précisément, ce qu'ont dit les bourgeois qui ont fait la Révolution, quand bien même ils auraient peut-être instrumentalisé un petit peu la souffrance des pauvres et des sans-culottes, eh bien, c'est que l'homme fait sa valeur plutôt qu'il ne la reçoit. Dans l'Ancien Régime, on recevait sa valeur plutôt qu'on ne la faisait. On en héritait plutôt qu'on ne la prouvait, vous voyez. La grande idée de l'Ancien Régime, c'était que les hommes n'étaient pas égaux en valeur, et que si vous aviez la chance d'avoir dans les veines un sang bleu, alors quand bien même vous vous fussiez mal conduit, vous aviez plus de valeur qu'un homme qui eût eu dans les veines un sang banalement rouge. Et alors les bourgeois disent que, alors ils promeuvent la dignité, et ils affirment, c'est l'idée qui fait la révolution, que l'homme fait sa valeur, c'est-à-dire sa dignité, car le mot dignité vient du latin dignitas, soit, mais dignitas vient de soi-même de dignus, l'adjectif dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Dignus, D-I-G-N-U-S, ça veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Tu n'es pas digne de cet examen, ce que tu as fait n'est pas digne de toi, je ne suis pas digne de te recevoir, mais une seule parole et je serai guéri. Ça veut dire je n'ai pas la valeur je ne vaux pas ce que tu vas me donner. Eh bien, les bourgeois disent que l'homme fait sa valeur, sa dignité, plutôt qu'il ne la reçoit. Très belle idée qui est que la valeur d'un homme est plutôt ce qu'il fait par sa conduite, plutôt que ce qu'il reçoit par sa naissance. Et c'est un grand progrès que d'avoir dit que la valeur d'un homme était plus ce qu'il devait faire plutôt que ce dont il héritait. Grand progrès, mais progrès limité. Car si c'est par notre conduite que nous faisons notre valeur, c'est-à-dire notre dignité, alors tous les hommes ne sont pas dignes. Seuls sont dignes ceux qui se conduisent dignement. Je suis très reconnaissant aux bourgeois d'avoir apporté ce que je crois être un progrès, à savoir l'idée que quand bien même on serait mal né plutôt que bien né, on peut par sa conduite faire sa valeur. Ça c'est un grand progrès, mais en même temps un progrès limité, parce que pour les bourgeois, on ne pense pas qu'il suffise d'être homme pour être digne. Non, pour les bourgeois, seuls sont dignes ceux qui se conduisent dignement. Vous voyez ? Et donc, pour les bourgeois, il ne suffit pas d'être homme pour être digne. La dignité n'est pas une composante ontologique de l'être humain. Les bourgeois n'auraient pas parlé de la dignité de la personne humaine. Ils auraient parlé de la dignité de ceux qui se conduisent dignement. Vous voyez ? Pour les bourgeois, il faut se conduire dignement pour être digne. Les bourgeois nous ont légué une conception de la dignité qui est, je dirais, discriminante et hiérarchisante. Discriminante parce que pour les bourgeois, il y a des hommes dignes et il y a des hommes indignes. Alors non pas en raison de leur naissance, mais en raison de leur conduite. Conception discriminante de la dignité, il y a des hommes qui sont dignes parce qu'ils se conduisent dignement, et il y a des hommes qui sont indignes parce qu'ils ne se conduisent pas dignement. Discrimination. Et puis, hiérarchisation, parce que parmi les gens qui sont dignes, il y en a qui le sont un peu, d'autres beaucoup, d'autres passionnément, d'autres à la folie. Et les bourgeois nous lèguent donc une conception de la dignité qui est discriminante et hiérarchisante. Alors évidemment, la question qui surgit tout de suite, qui vous brûle les lèvres et que je vais poser pour que vous n'ayez pas besoin de le faire, c'est mais alors quelle conduite faut-il avoir pour être digne aux yeux des bourgeois ? Si c'est par sa conduite qu'on fait sa dignité, quelle conduite faut-il avoir pour être digne aux yeux des bourgeois ? Eh bien, pour avoir répondu à cette question que vous venez de me poser, et je vous en remercie beaucoup, eh bien, il faut peut-être ouvrir un dictionnaire du début du XIXe siècle ou mieux lire un peu de Maupassant. Et dans un dictionnaire du début du XIXe siècle, l'article dignité, je trouve évidemment, comme dans tout dictionnaire, des synonymes et des antonymes. Et comme synonyme de dignité, je trouve maîtrise, retenue, décence, pudeur, componction, j'aime beaucoup celui-là, componction, maintien,
raideur, contenance. Et comme antonyme, contraire de dignité, alors bien sûr, indignité, ça va de soi, mais ça ne fait pas pencher Schmilblick. Plus intéressant, les antonymes de dignité, c'est bassesse, veulerie, laisser aller. Et la conduite de la dame très digne de s'opposer à la conduite de la dame indigne, comme la conduite de celle qui se tient, qui se retient, qui se maintient, s'oppose à la conduite de celle qui se laisse aller. Voilà ce que c'est qu'une conduite digne, la conduite de quelqu'un qui se tient, qui se maintient, qui se retient. Voilà ce que c'est qu'une conduite indigne, la conduite de quelqu'un qui se laisse aller. Voyez ? Et c'est très exactement ce que nous dit Maupassant dans cette nouvelle géniale qui s'appelle La Maison Tellier, où Maupassant nous fait assister à la rencontre fulgurante de la femme digne et de la femme indigne. Rappelez-vous la première page de La Maison Tellier. C'est un véritable chef-d'œuvre, car Maupassant ne nous dit pas tout de suite la nature de la maison en question. On va la deviner assez vite. C'était une maison, fort bien tenue par ailleurs. Il y avait 2 entrées, l'une où se trouvaient les filles de plus basse extraction et où se rendaient les matelots. Au premier étage, une deuxième entrée, et c'était quelque chose comme une aristocratie dans la gent féminine. Madame Tellier, que tout le monde appelait patronne et que tout le monde respectait, avait toujours voulu que sa maison fût fort bien tenue. Elle l'était d'ailleurs. Mais il se trouve qu'un jour, cette maison est close. Bon, elle l'était déjà, hein, mais elle est close, car en effet, un soir, après qu'ils ont dîné, les bourgeois se rendent à la maison Tellier et trouvent porte close. On s'agace, on s'énerve, et l'un des bourgeois, grattant une petite allumette, révèle l'écriteau qui se trouve sur la porte de la maison Tellier. Il est écrit en effet « fermé pour cause de première communion ». Et en effet, Madame la Maquerelle, Madame Tellier, avait un frère établi menuisier dans l'arrière-pays normand. À l'occasion de la communion solennelle de ce frère, dont elle était la marraine, on décida d'un rapprochement familial. Mais Madame ne voulut pas laisser ses filles seules aux prises aux grossiers appétits des hommes. Elle décida donc d'emmener toute sa garnison à la première communion. Et Maupassant de nous décrire la sortie de Madame Tellier et des filles pour se rendre à la gare où elles vont aller à la communion de la filleule de Madame. Alors c'est magnifique. Ces dames de petite vertu, ces péripatéticiennes, comment les appeler? Il y a d'autres appellations plus brutales. J'aime beaucoup celle de Yankelevitch qui appelait les prostituées les Aphrodites du Carrefour. Ça, c'est du Yankelevitch, hein. L'Aphrodite du Carrefour. Alors, les Aphrodites du Carrefour, les péripatéticiennes, bref, les dames de la maison Tellier, eh bien, sont décrites par Maupassant se rendant à la gare. On voit immédiatement que ce sont des femmes indignes. L'une est surnommée par ses clients Flora Balançoire, à la fois en raison d'une légère boiterie et aussi parce qu'elle ne pouvait marcher sans se déhancher outrageusement, vous voyez. Et alors cette ondulation horizontale en rappelle une autre, ondulation verticale, sans laquelle on ne serait pas là, enfin tant qu'on fera les bébés dans des lits, alors que la bourgeoise, précisément, elle, a un maintien en raison du corset et de la robe la jupe très serrée, qui fait qu'elle doit faire enlever à sa démarche toute ondulation libidinale. Hein. Une autre, Rosa Larosse, exhibe sans vergogne 2 gros seins mous. La troisième, dont j'oublie le nom, avait toujours la bouche ouverte et ne dissimulait même pas aux passants l'absence de quelques dents. Alors chez les bourgeois, on apprend à fermer la bouche, à se retenir, à se maintenir. Ça donnerait d'ailleurs aux bourgeoises ces petites rides verticales là. Pas les rides magnifiques d'un Belmondo, quelqu'un qui a tellement ri, tellement souri que c'est beau ce genre de... Non, les rides de quelqu'un qui s'est maintenu. Et alors ces dames, évidemment, rient fort, sont décolletées, ont les cheveux lâchés. Ah oui, alors ça, c'est un critère de distinction. Alors que les bourgeoises, elles, ne doivent surtout pas avoir les cheveux lâchés. Dans les civilisations classiques, il doit y avoir une nette différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ne doivent pas avoir l'air d'hommes et les hommes ne doivent pas avoir l'air de femmes. Donc les hommes ont les cheveux courts et les femmes les cheveux longs. Oui, mais attention, ces longs cheveux sont retenus, contenus par tout un système d'épingles et de chignons. Et il est hors de question, alors peut-être qu'il arrive au moment de l'échange amoureux, évidemment avec son mari, car elle n'a jamais connu qu'un seul homme, son mari, que les longs cheveux soient délivrés des morsures du peigne, mais hors de question pour elle de sortir comme ça les cheveux lâchés, car sinon on va dire que c'est une dame en cheveux, c'est-à-dire une dame indigne. Et c'est quelque chose comme un scandale que de sortir dans la rue les cheveux lâchés, parce que cette pilosité en rappelle une autre.
Et elle évoque la sensualité. Et quelles sont les femmes qui laissent leurs cheveux comme ça flotter? Les prostituées et les sorcières, vous voyez. Tous les poètes, Baudelaire, la chevelure, Théophile Gautier, sont fascinés par cette chevelure. D'ailleurs, à l'époque, on ne peut pas voir les femmes lâcher. Les femmes lâchées. Non, Fiat, deuxième. On ne peut pas voir les cheveux lâchés d'une femme si on n'est pas son mari. C'est dans l'intimité de l'alcôve qu'on avoue cette sensualité. Et les hommes vont au bordel pour voir justement les cheveux lâchés. Alors ces dames ont les cheveux lâchés, elles sont sensuelles, et alors elles montent dans un compartiment, elles rient fort, il fait tellement chaud qu'elles se décollettent. Madame dit, un peu de tenue, les filles, un peu de dignité. Oh madame, c'est pas tout le jour qu'il y a fête tout de même. Mais voilà ce qu'écrit à un certain moment Maupassant, nous faisons assister à la rencontre fulgurante des dames indignes, des dames dignes. Puis le train s'arrêta dans la petite gare de Beuzeville. Un couple de bourgeois monta dans le compartiment. Dès qu'elles ne furent plus seules, ces femmes voulurent faire valoir leur dignité de femmes du monde, et pour cela prirent une contenance. Voilà, Maupassant a tout dit. Faire valoir sa dignité, c'est prendre une contenance, c'est prendre une contenance, voyez. Et donc, et le dictionnaire du XIXe siècle, et la Maison Tellier, et d'autres nouvelles de Maupassant, nous dévoilent ce qu'il en est de la conduite digne. C'est la conduite qui consiste à se retenir, à se contenir, à se maintenir, vous voyez. Alors évidemment, la question, là aussi, qui surgit, qui vous brûle les lèvres et que j'ai posée pour n'y pas besoin de le faire, c'est, mais alors qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut contenir? Il ne suffit pas d'être homme pour être digne, il faut pour être digne avoir une conduite qui le soit. Cette conduite, c'est la conduite de quelqu'un qui se tient, qui se contient, qui se maintient, qui se retient. Oui, mais que contient-il, que maintient-il, que retient-il? Eh bien, au fond, tout ce qui rappelle un peu trop l'animalité de l'homme, dans le registre physique comme dans le registre moral, vous voyez. Et alors, en effet, il faut retenir, contenir cette chevelure, retenir, contenir ces éructations, ces flatulences, pour être bourgeoise. Elle n'en est pas moins femme, pour être femme, elle n'en est pas moins homme, et un homme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on s'en félicite ou qu'on s'en désole, un homme, un être humain, ça éructe et ça flatule plusieurs fois par jour. Oui, mais attention, pour être digne, il faut le dissimuler. Et alors on dissimule son éructation sous une toux vertueuse. On dit qu'on va aux toilettes, alors qu'il ne s'agit pas de se toiletter là-bas. Et alors, on comprendra assez vite que l'incontinence va être immédiatement comprise comme une perte de dignité, si la dignité est retenue, maintien, contenance. Voyez, je dirais que chez les bourgeois, tous les orifices du corps sont des portes à surveiller. Oui, parce qu'il peut en sortir des choses. Ah oui, il peut en sortir des choses. Et sort en effet de nos yeux des larmes, de nos narines de la morve, de nos bouches de la salive, des vomissures, des rots, sortent de nos sexes des urines, de nos anis, des excréments, mais il faut retenir, contenir tout ça. Hein. Toutes les orifices du corps sont des places à surveiller. Et alors, si vous ne vous reteniez pas, immédiatement vous provoqueriez l'indignation des autres bourgeois. Oh, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Et alors là, il y a là le moyen de faire le départ entre les gens dits et les gens indignes, car précisément, les paysans qui crient, qui rient fort, qui rotent, enfin, sont évidemment gens indignes. Hein. De ce point de vue-là, évidemment, vous voyez que... Alors ça, c'est dans le registre physique, que tout le monde est pas égal en dignité. Hein. Et puis alors, dans le registre moral aussi, là, il faut en effet retenir un peu tous ces affects, tous ces sentiments. Et l'homme très digne, la femme très digne, c'est quelqu'un qui retient, qui contient, qui maintient ses affects, voyez, qui ne pleure pas, qui ne rit pas. Rappelez-vous le rire un peu vulgaire de Claudia Cardinal dans Le Guépard. Elle rit trop fort. Et alors là, le Guépard, justement, Burt Lancaster, enfin, méprise ça. Alors de ce point de vue-là, voilà ce que c'est donc que la conception bourgeoise de la dignité. De ce point de vue-là, tous les hommes ne sont pas dignes. Et je pense alors par exemple aux vieillards et par exemple aux handicapés, aux personnes en situation de handicap comme on dit. De ce point de vue-là, mal barrés en matière de dignité. Parce que précisément, elles se retrouvent sur un lit et j'y aperçois de longs cheveux blancs que je n'avais jamais vus.
J'avais jamais vu que mon arrière-grand-mère, mes arrière-grand-mères et mon arrière-grand-tante avaient de très longs cheveux blancs. Parce que ces longs cheveux, ils étaient toujours retenus, contenus. Et puis, je suis quand même assez vieux pour pouvoir aller voir mes mères Claire à l'hôpital. Et vraiment, elle perd la tête. Ben oui, elle perd la tête, parce que c'est perdre de la tête que de laisser flotter ses longs cheveux. Ça m'avait effrayé, d'ailleurs. Et puis, elle ne retenait ni le petit ni le gros, comme dit Jean Giono, dans Mort d'un personnage. Et puis, elle est un peu désinhibée, et puis elle bave, et puis elle crie. Quelle indignité! Quelle indignité, hein. Et l'incontinence, enfin, en est la métonymie de ça, hein. Beaucoup de nos contemporains, paraît-il, sont pour la légalisation de l'euthanasie, parce que précisément, moi, vous, un jour, avec des couches dans un EHPAD, vous, mais non, pas vous. Et qui sait? Et du coup, il faudrait, parce que la dignité est contenance, continence, eh bien, mourir avant que d'être incontinent. Il y a une certaine logique à cela. Les personnes en situation de handicap, alors eux aussi, parfois bavent, parfois crient, parfois ont quelques difficultés. Les bourgeois, c'est aussi une gestion des corps, si vous voulez, qui doivent se retenir, qui ne doivent pas sentir, qui ne doivent pas être ici, mais pas là, ni trop près, ni trop loin. Les handicapés foutent un bordel épouvantable de ce point de vue-là. Ils parlent quand il faudrait se taire, et ils se taisent quand il faudrait parler. Des fois, on leur parle, ils ne répondent pas. Et puis tout d'un coup, ils parlent quand il faudrait. Ils manifestent parfois leur affection d'une manière un peu brouillonne, vous savez. Le trisomique qui vient vers vous, qui « Ah, toi, je t'aime bien », et puis une distance, un peu de retenue, un peu de continence. Et puis ils pleurent, et puis ils montrent leur désir parfois, quand il faudrait ne pas le montrer. Alors voilà ce que nous lèguent les bourgeois, une conception discriminante, il y a des dignes et des indignes, et une conception hiérarchisante de la dignité, parce qu'il y a des degrés à la dignité. Je dirais que chez les bourgeois, la dignité se mesure. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des gens très dignes et des gens moyennement dignes. On voit passer un lord anglais dans les rues, un balai dans le fondement. Et le voyant passer, on se dit, c'est un homme très digne. Oui, pourquoi? Parce qu'il se retient, il se maintient. Même au moment où un fiacre passe et macule son costume, évidemment, Prince de Galles, d'un peu de boue. Au lieu de faire ce que nous, qui ne sommes pas des bourgeois très dignes ou des nobles, eh bien, ferions, c'est-à-dire, oh merde, qu'est-ce qu'il... Oh non, il reste parfaitement maître de même. I beg your pardon. Oh là, c'est un homme très digne. Hein. Je dirais que les bourgeois ont inventé, je date cette invention du début du XIXe siècle, le dignitomètre. Oui, comment appellerons-nous l'appareil à mesurer la dignité, sinon dignitomètre, thermomètre qui mesure la température, dignitomètre qui mesure la dignité. Et les bourgeois ne se promènent jamais dans les rues qu'accompagnés de cet appareil. Et quand on voit alors le lord anglais, qui en toutes circonstances reste d'un parfait maintien, on dit « Oh, c'est un homme très digne !» Le mercure qui mesure la dignité montre tout en haut. Mais après, on voit sortir de quelque estaminet, le poivreau du coin, qui sort de l'estaminet, hoquette, puis vomit son trop-plein de vin dans le caniveau, puis ensuite vomit des insultes à tous les gens qu'il rencontre. Dis donc, tu sais que tu as une sale gueule, toi. Puis après, voyant quelques jeunes filles, dis donc, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, tu veux que je te montre ma bête? Oh là, alors, c'est un homme indigne, là, on va dire que c'est un homme qui manque de dignité. Voilà ce que les bourgeois nous lèguent en